Bonsoir, bienvenue à ce 8e entretien de notre série intitulée « 12 lois qui ont marqué le Québec ». Aujourd'hui, la loi dont on va vous parler, c'est une loi qui a fait jaser. Je dirais même que c'est un euphémisme. Elle a été adoptée le 24 mars 1937 par le gouvernement de Maurice Duplessis. C'est la loi protégeant la province contre la propagande communiste, ou si vous préférez, mieux connue sous le nom de loi du cadenas. Et comme son nom l'indique, c'est une loi qui permettait au procureur général de faire cadenasser tout édifice soupçonné d'avoir été utilisé à des fins de propagande communiste. La loi va être en vigueur pendant 20 ans, jusqu'en 1957, au moment où la Cour suprême du Canada la rendra inconstitutionnelle. Pourtant, même si elle a été utilisée seulement de 1937 à 1957, c'est une des lois qui demeure les plus célèbres dans l'histoire du Québec. Pourquoi? Parce qu'elle s'est inscrite dans la mémoire comme une loi liberticide, symbole d'une période qualifiée par des historiens, à partir de la Révolution tranquille, de grande noirceur. Elle est devenue aussi symbole de ce qu'on considère, ce que ces historiens considèrent comme l'autoritarisme du régime duplessiste. Mais au-delà de la trace qu'elle a laissée dans la mémoire collective, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel regard on porte aujourd'hui sur cette célèbre loi du cadenas. Pour nous en parler, on a invité un historien. Il a écrit des livres en histoire politique, histoire intellectuelle, histoire constitutionnelle du Canada et du Québec du 20e siècle. Il est l'auteur du livre sur la droite intellectuelle québécoise et la Révolution tranquille. Il a aussi co-dirigé un livre avec l'historienne Lucia Ferretti sur Duplessis, son milieu, son époque. Il est également, depuis plus de 20 ans, conservateur en histoire politique au Musée canadien de l'histoire. Accueillons Xavier Gélinas. Quand on s'intéresse, bonjour Xavier, quand on s'intéresse à la loi du cadenas, évidemment, on parle d'histoire, mais on ne peut pas faire fi de la mémoire. Et on va y revenir tout à l'heure, cette question de ce qu'elle a laissé comme trace dans la mémoire collective. Mais vous qui travaillez comme conservateur dans un musée en Outaouais, Musée canadien d'histoire, comment vous composez avec ça, la question d'histoire et de la mémoire, à cette époque où les sensibilités sont si exacerbées? On a besoin des deux, et puis l'un ne suffit pas à l'autre, et vice-versa. En histoire publique, en général, on est en crise directe avec le grand public non spécialisé, non érudit. J'espère qu'on prend le pouls de cette population qu'on appelle dans notre jargon au musée intelligente, mais non d'érudite, non de l'instruite. Des gens qui aiment l'histoire, qui s'y intéressent, des gens de culture, de patrimoine, qui s'intéressent à l'héritage, etc., qui sont curieux, mais qui ne sont pas au niveau technique et didactique. Ces spécialistes en histoire, notre travail, c'est de les écouter et de dialoguer. Les gens, et nous ne faisons pas exception, les spécialistes en histoire sont aussi des gens, sont aussi des citoyens. Nous avons aussi des préjugés, des valeurs, des inquiétudes, des souvenirs qui sont pas toujours factuellement parfaits, mais qui sont sincères et qui sont vraiment bien ancrés. Nous sommes des êtres de chair, nous ne sommes pas comme disait Lionel Groulx, des êtres sublunaires. En même temps, notre travail comme historien spécialisé, professionnel, c'est d'être un peu des rabat-joie. Vous avez la mémoire, des valeurs, des opinions, et tout ça est légitime, et puis dans 40 ans, on en aura d'autres qui, il y a 140 ans, il y avait d'autres valeurs, d'autres opinions. Ça fait partie des choses qu'on considère quand on fait avancer, on développe l'histoire. En même temps, prenons une petite pause et voyons ensemble si votre mémoire, vos valeurs, etc., se concordent bien avec ce que la réalité historique, le mieux possible, nous laisse apparaître. C'est important, cette espèce d'effort de rabat-joie ou de
calmer les enthousiasmes ou des fois calmer les phobies. Juste quelque temps, ça ne signifie pas qu'on fait la négation des valeurs, des opinions. Ça signifie, attendez, permettez-moi de la mettre en perspective ou en contexte. Voici une espèce de version relativement objective, sans beaucoup d'émotion. Je la dépose au dossier. Et ensuite, en tant qu'esprit libre, vous ferez la part des choses. En même temps, c'est pas évident parce que vous êtes à la frontière entre le Canada anglais, Canada français. Donc... Ce qui permet peut-être, justement, le fait d'être, comment le dire sans utiliser une expression vulgaire, mais le siège entre deux chaises, ça permet évidemment de connaître d'appréhender des points de vue, des opinions qui sont encore plus variables. À ce moment-là, le recours aux faits, c'est pas parfait, mais ça nous aide beaucoup. Dans les sujets sensibles et délicats, la loi du cadenas, c'est une grenade. Personne ne peut être pour la loi du cadenas, etc. En même temps, il faut, avec calme, l'examiner. Oui. Puis en conclusion, on pourra peut-être faire le parallèle entre l'intro, qui est très réelle, le résumé, puisqu'elle fut vraiment. Justement, on va en parler de ce qu'elle a laissé comme trace dans la mémoire collective, dans notre imaginaire collectif. Il n'y a pas beaucoup de lois qui font encore autant jaser que la loi du cadenas. Pourquoi? Pourtant, pendant 20 ans seulement, elle a été utilisée. Elle vient d'où cette mythologie autour de la loi du cadenas? Elle a une longue postérité. Pour le dire de manière presque cynique, la loi du cadenas, c'est un peu la loi parfaite pour représenter ce que Maurice Duplessis et son régime de l'Union nationale avaient de pire. Alors, on prend cette loi qui a vraiment existé, qui n'est pas un mythe. Une loi qui a vraiment existé, qui a eu des effets concrets dont on parlera. On la prend, et malheureusement, c'est un peu la grenouille qui enfle et qui enfle. On lui fait faire des choses qu'elle n'a jamais faites, et on oublie de la mettre en perspective. Le Québec de 1937, lorsque la loi contre la propagande communiste a été adoptée, n'était pas une île déserte. Duplessis n'a pas été le seul leader en Occident à adopter des mesures anticommunistes. Au Canada, il y a eu des mesures anticommunistes. Au Québec, avant Duplessis, il y en a eu. Et surtout Duplessis, il y en a eu d'autres que la loi du cadenas. Alors, mettre un peu tout ça là, en place, ça aiderait à une compréhension sereine. Oui, puis on va en parler évidemment de long en large. Justement, vous l'avez dit, il y a un contexte. Il y a un contexte. 1937, il y a quelque chose de très chaud. C'est la montée des extrêmes idéologiques en Europe, entre autres. Montée du fascisme, montée du communisme. Et il y a Hitler, donc, en Allemagne, au pouvoir. Staline est en URSS. Il y a un événement en Europe qui va cristalliser la peur du communisme. C'est quel? Ah oui, je vais répondre à votre quiz. C'est la guerre d'Espagne, qui a commencé en 1936, qui se terminera en 1939. Et évidemment, en 1937, on ne le sait pas. L'issue est incertaine. Et tout ça, c'est une culmination. Le communisme existe depuis quelque part deuxième moitié du 19e siècle, mais il est devenu extrêmement menaçant à l'échelle de tout l'Occident depuis 1917, quand en Russie, les communistes prennent le pouvoir en octobre-novembre. C'est suivi d'une guerre civile, évidemment de l'assassinat de la famille impériale, de la mise hors la loi de l'Église orthodoxe. C'est pour vous dire que le communisme soviétique a une réputation horrible. On parlerait aujourd'hui d'État voyou. Ouais. C'est un... En fait, t'as mis dans les milieux de... Oui. Ouais. Alors voilà, et comme dit le cliché, le communisme soviétique ne laisse personne indifférent. Soit il a une réputation d'État voyou que les pays civilisés ne reconnaissent même pas. Les États-Unis ne l'ont reconnu que sous Roosevelt en 1933, 4 ans avant notre loi. Ou, à contrario, le communisme génère un enthousiasme, un désir d'atteindre enfin le grand soir. Quand les circonstances économiques, sociales, parfois d'oppression ethnique, etc., sont très pesantes, très dures, on cherche des recours. Il y a le retour religieux, ça peut être très valorisant après la fin de la vie, mais dans le concret, on peut encore souffrir. Alors le communisme a été vu par des décennies comme une solution miracle, peut-être le chemin à prendre
pour la liberté et la dignité. Donc, les années 1910, 20 et 30 voient cet affrontement. On ne peut pas être tiède. Ouais. Et donc, en 1936, là, dans ce contexte trouble de passion pour et passion contre du communisme, la guerre d'Espagne commence. Le gouvernement légal et légitime de l'Espagne, un gouvernement républicain, fragile, contesté de l'intérieur, contesté sur sa gauche très fortement. La situation est instable, l'anticléricalisme en Espagne est très dur, et c'est pas seulement des paroles. On attaque et on incendie des institutions religieuses, etc. Au Canada français, on est catholique à 89%, et chez les francophones à 99%, et on est catholique ardent. Ouais. On n'est pas catholique comme on est les chefs de droit, sans se penser. Donc, on est plus sensible aux troupes de Franco. Ah oui, et donc là, il y a une réaction en Espagne pour ce qu'on appelle les rouges. Ouais. Les républicains alliés aux communistes, etc. Oui, et la réaction vient le mouvement à la fois nationaliste, chrétien traditionnel, avec l'appui des troupes de choc d'Allemagne et d'Italie. On ne peut pas demeurer indifférent à un tel combat. Au Canada français et dans le monde catholique en général, dans le contexte de la guerre d'Espagne, on voit bien qu'il n'y a pas des enfants de cœur de part et d'autre, mais on a davantage peur du danger rouge que du danger noir. Parce que, historiquement, le fascisme a tenté de faire bon ménage avec l'Église et les religions, et y est cependant parvenu. Alors, l'ennemi premier et l'ennemi C'est l'athéisme. attaque. Oui. Ouais. Et le renversement de l'ordre établi. Et puis, un post-scriptum là-dessus, au Québec, on est très conscientisé à cela. Bien sûr, ce n'était pas tout le monde qui va écouter les bulletins d'information à la radio, etc., ou les journaux savants, mais à cause du catholicisme du Canada français et des réseaux transnationaux, comme on dit aujourd'hui, de l'Église, on est complètement au courant. Les massacres de prêtres et de religieuses, c'est dans les journaux, même populaires, chaque semaine, chaque jour. Ça, c'est l'ambiance, là, en 36-37. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en lisant les débats soulevés après le dépôt du projet de loi, je disais qu'il en était question du fascisme aussi. Oui. Il y a même un député de l'Union nationale qui dit « Le fascisme est essentiellement la réaction contre le communisme et lorsqu'on leur a pris les moyens d'enrayer le communisme, les dangers du fascisme disparaîtront d'eux-mêmes. » Oui, c'est ce qu'on croit à l'époque, avec évidemment la mentalité de l'époque qui ne connaissait pas la suite des choses. Bien sûr, avant. On est en 36-37. L'ennemi semblant le plus fort et le plus menaçant est l'ennemi rouge. Est-ce qu'on a raison de craindre les communistes au Québec? Parce que quand on regarde les chiffres, ils sont vraiment nombreux, là. Non, aujourd'hui, ça nous fait sourire. Parce que là, on se dit, écoute, Duplessis a amené un arsenal législatif puissant. Vous l'avez dit, la loi du carénage, j'en ai amené une reproduction aussi, à 3 pages, mais méfiez-vous des lois brèves. Parce qu'elles ne définissent pas grand-chose et donc elles permettent tout. Certainement, le communisme n'était pas du tout dangereux sur le plan politique ou parlementaire. Soit qu'ils n'avaient pas le droit de se présenter aux élections en raison d'interdictions fédérales dont on pourrait parler, soit ils se présentaient, soit sous l'étiquette communiste, soit sous toutes sortes d'autres étiquettes qui ne leurraient personne, ouvriers, polyrestés, qui ont changé de nom sans arrêt, c'était toujours des jeux de chat et à la souris. En politique, donc, le succès n'était pas là. En syndicalisme, le communisme commençait à avoir un certain succès. Est-ce que c'est la Grande Dépression aussi, là, c'est un moment... Oui, les communistes ont commencé dans les années 1920 à lancer sa propre centrale syndicale ou Ligue d'unité ouvrière, si je ne m'abuse, en profitant de certains terrains que les grandes centrales syndicales laissaient vacants. Les syndicats américains ou les syndicats catholiques, ça ne fait pas des ouvriers non spécialisés, ouvrières non spécialisées, bûcherons très peu syndiqués, chômeurs. Là, les communistes, avec un certain succès, font de l'organisation là où le terrain était disponible. Et à compter du milieu des années 30, plusieurs communistes déterminés entrent dans des syndicats préexistants, des syndicats, si j'ose dire, légitimes. Ils font ce qu'on appelle aujourd'hui de l'entrisme. Eux le voient comme
participer à des fronts populaires ou à des fronts communs. Donc, Dans le syndicat le syndicat américain, surtout sur de la CIO, parce que à la Fédération américaine du travail, on ne les laissait pas entrer. Mais en termes de nombre, ils sont combien de membres au Québec? L'estimation la plus généreuse, tant chez les anticommunistes acharnés que chez les propagandistes, on parle d'à peu près 10 000 sympathisants, dont certains ne savaient pas tout à fait avec quoi ils sympathisaient, qui 1000 véritablement. Et ça, c'est drôle. 1000, vraiment pas beaucoup. Non, 1000, un noyau dur résolu, puis 10 000, comme on dit dans le langage des motards, les hang-around, des gens qui participaient à la plupart de leurs manifestations, qui étaient très inquiétés de leur syndicat, sans nécessairement avoir chez eux les œuvres coidettes. On a beaucoup associé la lutte au communisme au gouvernement du Plessis, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le gouvernement, auparavant, le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau, lui aussi avait fait voter une loi où les communistes étaient visés. Oui, vous avez raison, ce n'est que justice de le rappeler. Alors, si on trouve que la loi du cadenas est outrancière, exagérée, et notre opinion qui se défend, ben, on va pas seulement mettre Duplessis sur la sellette, on va mettre Louis-Alexandre Taschereau, un bon libéral, son prédécesseur comme premier ministre, aussi, au début de 1934, qui a fait adopter une loi dont le titre est un peu ronflant, comme souvent les lois québécoises de l'époque. C'est une loi qui demandait à ce que chaque séculaire ou à chaque dépliant, une tract de propagande, avant d'être distribuée, soit accoubée par les autorités policières. Bon, quelqu'un pourrait se dire, ben, c'est pour essayer de distribuer des tracts pornographiques ou je ne sais pas, illégaux. C'était évident dans les débats parlementaires. Des tracts pornographiques. Oui, c'est ça. De toute façon, ça circulait plus d'autres canaux. Ouais. Donc, ce qui empêchait la distribution de tracts de dépliants et de brochures de propagande, comme on disait à l'époque, communiste. Mais Duplessis a abrogé cette loi-là lorsqu'il a fait adopter la loi du cadenas, en la trouvant qu'elle manquait un peu de dents. Lui, il a acheté des dents. Mais le précédent lui avait été donné par le gouvernement Taschereau et par le gouvernement fédéral. Oui, parce que de 1919 à 1936, juste avant notre loi ONI, il y a eu un article du Code criminel, l'article 98, ça c'est fédéral, c'est pas la loi de Duplessis, qui rendait passible d'illégalité toute organisation ou tout écrit qui prônait le changement de l'ordre civil et économique par la violence. C'était bien radical. Je pense que c'est cet article-là qui permettait aussi de renvoyer même des citoyens canadiens qui étaient... Et de tendance, parce qu'on a le souci de l'efficacité au gouvernement fédéral, on a aisément modifié la loi d'immigration dans les mêmes années pour rendre la déportation plus facile. Alors, ça permettait, lorsque un étranger arrivé légalement ici se menait à des activités qu'on jugeait subversives, on pouvait le renvoyer chez lui avant qu'il ne s'installe bien chez nous, et même qu'il soit un Canadien de 8 générations ou un Canadien naturalisé, on pouvait les déporter. De 1930 à 1945, au Canada, il y a eu environ 5000 déportations par année pour activités communistes. Je le rappelle, pas pour bifurquer le sujet de la loi du cadenas, il y a du mal à en dire, puis on va en dire. Pour garder le sens des proportions. Certainement. Puis, d'ailleurs, il faut dire aussi Mackenzie King va abolir cet article-là. Puis ça va... C'est ça qui va motiver aussi Duplessis à faire voter la loi du cadenas. Le fameux article du Code criminel qui permettait au gouvernement d'agir vraiment à sa liste et le Parti communiste, il l'a rendu à un moment donné illégal. Il s'est arrangé pour faire emprisonner les 7 chefs principaux pendant quelques années, etc. Oui, le gouvernement de Mackenzie King, du Parti libéral fédéral, élu en 1935 à la fin de l'année, n'est pas du tout à l'aise que cet article-là, qui vraiment, à sa face même, condamne quelque chose qui ne s'est pas produit. Le crime n'est pas arrivé. Si je lis que j'approuve les idées de Marx dans mon salon, mon veston et ma cravate, en buvant mon verre de lait, je n'ai rien fait de mal. Donc, en vieux droit britannique, ça ne se fait pas. Là, il abroge cet article du Code criminel tout en protestant, main sur le cœur, de sa foi. C'est communiste. C'est pour bien comprendre. Ouais.
le communisme rejoignait une audience de beaucoup moins de 1% de la population, et puis c'était un concours entre tout le monde pour qui se déclarerait plus fortement anticommuniste que le voisin. Ouais. Mais pour Mackenzie King, il fallait respecter les règles. Les communistes, c'est des pas bons, et c'est pas avec ça qu'on doit les attaquer. Et donc, Duplessis, lui, il va prendre le pouvoir 17 août 1936. 7 mois plus tard, il fait adopter donc la loi du cadenas. Parlons-en de cette loi du cadenas. Qu'est-ce qu'elle dit dans ces 3 pages-là, ces 15 articles? Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, et qu'est-ce qu'elle ne dit pas aussi? En fait, elle ne dit pas beaucoup de choses dont on l'a parfois chargé. Ce qu'elle dit suffit déjà à la rendre significative. Elle permet au gouvernement, sous décision du procureur général, terme de l'époque, le ministère de la Justice, de ministre de la Justice, qui n'est, et c'est très commode, qui n'est que Maurice Duplessis lui-même. On va simplifier les procédures. Alors, à ce moment-là, le procureur général du Québec a le droit d'ordonner le cadenassage, littéralement, matériellement, le verrouillage de toute maison crisée ou tout local d'organisation qui abrite de la propagande communiste. Et par ailleurs, toute propagande communiste trouvée n'importe où, dans une maison privée, dans un lieu public, peut être saisie, détruite, etc. Ce qui est très pratique au point de vue opérationnel, c'est que le communiste n'est pas défini. Bon, je le dis avec un petit sourire en coin, c'est une faiblesse de la loi qui a été signalée à l'époque par des partisans critiques, comme ceux du Parti libéral du Québec. Parti libéral du Québec, dont les membres ont voté unanimement pour la loi du cadenas. C'est ça. Oui. Chose qu'on oublie. Alors, Duplessis, c'était d'être le bonhomme 7 heures, mais il y a plein de petits bonhommes 7 heures à ses côtés. Tout le caucus du Parti libéral a couvert la loi du cadenas. À l'époque, à Québec aussi, on avait un Sénat qui s'appelait le Conseil législatif. Une majorité libérale a également couvert la loi du cadenas. Donc, ça c'est autre aspect à défendre spécifique. La loi permettait également des arrestations, mais à ma connaissance, ne l'a fait qu'une fois. D'ailleurs, vous aviez c'est vous qui l'avez remis concernant la définition du communisme. Vous dites, Maurice Duplessis dit le 17 mars 1937, la définition est bien difficile à donner. La définition empêcherait l'application de la loi. Nous entendons par le communisme ce que tout le monde entend par le communisme. Il ne faut pas se perdre en définition qui pourrait ouvrir la porte à des avocats brillants. Il s'est trouvé des avocats assez forts pour dire que 2 et 2 ne font pas 4, mais 22. Alors, ça donne un petit peu. Oui, c'est ça. Là, évidemment, Duplessis s'en sortait tout là avec des boutables et des calembours pour Flamand et conduire ses contradicteurs. Même Pierre-Éliott Trudeau, quelques années plus tard, qui n'en était pas un pro-Duplessis, avouait que ses mots d'esprit le faisaient réoulir. Que voulez-vous? Mais, Story mis à part, évidemment, quand on ne définit pas précisément ce qui est ciblé dans une loi, on ne peut pas nier que ça ouvre la porte à des abus. Moi, je dis que lui, c'est un communiste. Ah oui, je suis pas. Ben écoute, c'est quoi communiste? C'est pas défini. Bon, c'est deux capables. Le nombre d'abus et de cibles... On va y évoquer, par exemple, ça, on va le venir voir. Qu'est-ce que vous l'avez dit, donc, c'est l'unanimité. En Chambre, tout le monde est pour la loi du cadenas, libéraux, indépendants, Union impériale, etc. Dans la société civile, est-ce que ça fait autant l'unanimité, même dans les milieux qui sont pas Duplessis? C'est plus difficile. C'est très consensuel au Québec. Il n'y a pas de sondage d'opinion qui existe. C'est malheureux. J'ai l'impression que les sondages d'opinion donnaient, surtout chez la majorité franco-québécoise, des taux paraponiques d'appui. Évidemment, tous les lieux qui sont dans la mouvance de l'Union nationale, ancien parti conservateur du Québec, forcément, à la fois pour des raisons idéologiques et pour des raisons partisanes, vont l'appuyer. Pas de surprise. L'Église aussi. L'Église, c'est beaucoup de monde. C'est vrai. L'Église, c'est beaucoup de monde. L'Église, on peut le rappeler juste brièvement, contrôle, dirige, anime tout le secteur de la santé, des services sociaux, de l'éducation primaire à universitaire, l'heure des terrains de jeu, les voyageurs de commerce, 40% du syndicaliste, le coopératisme, des revues, des quotidiens. La mouvance ecclésiastique, là, c'est beaucoup.
Monseigneur Rodrigue Villeneuve, cardinal archevêque de Québec, est une figure très prestigieuse. Le primat de l'Église au Canada, il est en très bon terme avec Rome, qui pousse le gouvernement québécois, ce fut longtemps, de même que l'archevêque de Montréal, Georges Gauthier, pour que le gouvernement adopte une loi de ce genre. Alors forcément, ils sont ravis quand la loi est adoptée, ils le font savoir. Et toute la mouvance catholique, ça commence à couvrir beaucoup de gens. Il y a des opposants. C'est sûr, dans les milieux francophones, dans les opposants, il y a d'une part le mouvement des libertés civiles, très peu répandu au Canada français en 1937, un peu par autocensure et un peu parce que c'est le milieu du libéralisme classique n'est pas très abondant. On peut signaler Jean-Charles Harvey, Oui. une tête de mule, un homme de principe, Et qui puis on lève un est coup de d'accord avec grand ami Duplessis. Duplessis, d'ailleurs, le met dehors. Il était fonctionnaire en 37. Oui, Il a alors, fait ses fonctions. donc il n'y a pas beaucoup d'amour avec ces deux-là. Jean-Charles Harvey tient à bout de bras un hebdomadaire qui s'appelle Le Jour et qui résistera sans arrêt à cette loi-là. Et d'autre part, il y a bien sûr les rares publications francophones d'extrême gauche. Ouais. Clarté. Clarté est l'organe qui ne se définit pas comme ça, mais du Parti communiste chez les Canadiens francophones. Chez les francophones, là, le consensus est très puissant, où on est prudent. Même les milieux libéraux. Hein. Le Canada, qui est le très grand journal du Parti libéral à Montréal, au début, fait certaines critiques en termes polis, et au bout d'un mois, son directeur s'en va, celui qui faisait des critiques, ça donne bien, et il est remplacé par un autre, et que le Canada approuvera la loi du cadenas jusqu'à la fin. Quel hasard. Pareil pour le soleil de Québec. Est-ce qu'on sait si Duplessis a rempli on ne le sait pas. Ouais. On ne le sait pas. Dans les opposants, chez les anglo-québécois, alors là, la balance penche de l'autre côté. On a de Montreal Scott dans un heure de mater ces communistes-là, le recteur, le chancelier de l'Université McGill, et dans les mouvements étudiants de aider d'ailleurs, et bien là c'est contre, c'est sûr. En même temps, ça doit pas être évident, justement. Je me fais l'avocat du diable, vous l'avez dit, pour, je sais pas le nom du rédacteur en chef du Canada, mais qui décide de partir. Mais de s'opposer aux idées de Duplessis, faut faire attention. C'est Bourdieu va payer le prix plus tard, en 48. Jean-Charles Harvey a payé le prix. D'autres personnes ont payé le prix. Ça prenait quand même une forme de courage, non? Oui, contre Duplessis, mais surtout contre le consensus québécois. Parce que Duplessis, on parle de mars-avril 1937, est au pouvoir depuis à peu près 7 mois. Les libéraux ont été au pouvoir pendant 39 ans. Ouais. Les libéraux sont également au pouvoir au fédéral. L'establishment politique au Québec, c'est surtout libéral de tendance libérale conservatrice. Duplessis, donc, n'est même pas là depuis 1 an. Il n'a pas encore acquis la poigne et l'autoritarisme, puis évidemment, en s'incrustant au pouvoir, bon, il multipliera seulement les leviers de commande. C'est surtout s'opposer à l'Église. Ouais. À ce moment-là, il faut y aller avec des petits pas très délicats. Ouais. Et justement, vous avez parlé de la réaction au Québec des journaux canadiens anglais, mais au Canada, alors là, vraiment, c'est presque unanime. Oh, là, c'est drôle, là. C'est du 90-10 contre la loi du Canada. Ouais, c'est aveugle, on n'en est pas contre avec politesse, on est outragé. Alors, on a l'Église catholique anglo-canadienne qui est d'accord. Mais à l'époque, Canada anglais, la population catholique, quoique existante, était vraiment minoritaire. Mais en fait, on a quasiment les coalitions arc-en-ciel au Canada anglais contre la loi du Canada, chez les gens qui sont de gauche, même doucement de gauche. On ne parle pas des communistes. On parle des progressistes, le parti CCF, l'ancêtre du NPD de Dondu, les mouvements étudiants, des libertés civiles, etc. Mais pas seulement là, des militants, etc. Ces gens-là se disent, ben, si de telles lois du cabinet en viennent à être adoptées ailleurs au Canada, ben, ils vont nous chercher, nous. Parce que là, on dit c'est contre la propagande communiste et bolcheviste qui n'est pas mentionnée. Alors si je prône un régime public nationalisé d'assurance maladie,
c'est ça, c'est peut-être du bolchevisme. L'espérance chômage qui n'existait pas à l'époque, c'est une solution étatique. Et on s'est dit qu'il y a une pente glissante. Il ne faut pas prohiber ce genre d'expression d'opinion. Et chez les milieux vraiment conservateurs avec un petit C au Canada anglais, incluant le Parti libéral du Canada, il y a des journaux, le Financial Post, pas du tout un journal de la gauche, le Ottawa Journal, le Winnipeg Free Press, tous ces journaux-là sont complètement offusqués parce qu'on piétine les libertés britanniques. Ça, c'est leur grand argument. Et tous ces gens-là sont pétris de culture juridique britannique, ils connaissent ça sur le bout des doigts, et pour eux, un sujet britannique ne peut pas agir comme ça. Et on fait souvent référence à des vieux principes de loi qui remontent littéralement au 13e siècle et au 16e siècle en droit britannique que la maison d'un homme est son château. Ouais. C'est une expression commune. Donc, on fait ce qu'on veut dans la maison, dans sa propre propriété. Absolument. Et puis le shérif, qu'il soit britannique ou québécois, n'a pas à y mettre le pied. Alors, il on fait référence souvent à Magna Carta, 1215, je crois, la première loi des libertés civiles britanniques. Et donc, on fait référence à ça, et cela s'accompagne d'une condescendance assez méprisante par rapport à Maurice Duplessis. Mais dans le fond, à la société canadienne-française qui est consensuelle et qui porte cette loi-là. Et sur les arguments qu'on a entendus, surtout Honoré Mercier, qu'on entend surtout Duplessis, qu'on a entendu surtout René Lévesque, qu'on a entendu surtout François Legault, Canadiens français, là, les Québécois, là, ils ont des petits problèmes avec les libertés civiles. Ils connaissent pas vraiment ça. Ils sont beaucoup dans le collectif, puis souvent, ils vont piétiner ou bafouer. Faudrait les éduquer. Puis heureusement qu'il y a des cours suprêmes et puis des gouvernements fédéraux pour un petit peu encadrer ce débordement. C'est un argument qui s'est fait entendre pendant une vingtaine d'années. Il y a beaucoup d'historiens, je le disais d'entrée de jeu, qui ont dit que cette loi-là, la loi du Canada, avait permis de s'attaquer aux forces syndicales. Est-ce que c'est vrai? Duplessis n'a pas besoin de la loi du Canada pour s'attaquer à... Duplessis avait un coffre à outils complet, dont j'imagine une étiquette absolument fictive, mais disant, bon, mais voilà mon coffre contre les problématiques de gauche. Et puis, la loi du Canada a existé. À un moment donné, on verra les statistiques le plus exact, c'est combien de fois elle a été utilisée. Mais il y avait d'autres dispositifs contre le communisme, la gauche, le progressisme en général. La loi de l'émeute a été invoquée quand il y avait du grabuge sur les chantiers. La loi des relations ouvrières qui a été votée sous Godbout entre 1939 et 1944, a été amendée dans un sens qu'on devine en 1954 pour enlever la certification des syndicats qui avaient des communistes parmi leurs employés ou leurs officiers. Alors, c'est très commode. On enlève la certification syndicale. Donc, quand il y a des grèves, ça fait des grèves illégales, on négocie pas avec ça. Donc, Duplessis n'avait pas besoin de la loi du Canada pour s'occuper de son problème communiste. Il s'est occupé de diverses autres façons. Et il n'était pas seul. Il y aurait une brigade, il faut le dire, oui, Sydney 33, une brigade, une escouade anticommuniste à Montréal. Ben voilà. Puis là, bon, dans un système un petit peu complexe qui est un peu un millefeuille, municipal, provincial, fédéral, Duplessis avait son coffre à outils. La Ville de Montréal, comme vous le rappelez, 40 avant la loi du Canada, a stocké son escouade anti-communiste, qui a changé de nom. C'est devenu dans escouade contre la subversion et les loteries. On a tout la même chose, hein? Et ça a duré jusqu'au-delà de 1970, bien après notre loi du Canada. Donc, sous l'autorité du maire de Montréal, le service de police, indépendamment de Duplessis. Et, heureusement, on a la GRC aussi. Ah oui. Vous avez des communistes, on va en reparler de ça. Et donc, je vais dire en pastorien pour dire que le professeur Robert Pommeau a dirigé un livre qui est encore à mon chevet, pas complètement, mais catégoriquement, il y a 30 ans, qui s'appelait « Le droit de se taire ». C'était un panorama de l'histoire du mouvement communiste au Québec de la fin des années 20 aux années 60.
C'était vraiment, les communistes, on leur concédait à l'époque la tourpade de 7 ans, ou donc d'agir à moitié en secret, à la faudée, de manière semi-égale, en changeant de nom ou en se fondant discrètement à d'autres mouvements, parce que à la fois la Ville de Montréal, la gendarmerie par du harcèlement, de l'espionnage, du sabotage, le gouvernement du Québec par notre chère loi et par d'autres lois s'occupait de faire en sorte que les communistes, grosso modo, se taisent. Je voudrais qu'on parle du fait, je pense que c'est pas un secret pour personne, plusieurs des communistes étaient juifs. Il y avait entre autres Fred Rose, hein, qui a été notre seul député communiste de toute notre histoire, donc dans les années 40. Il y a eu aussi une femme comme Léa Robach, qui a dirigé entre autres la grève des Midinets dans le domaine des textiles dans les années 30 à Montréal. Est-ce que les élites anticommunistes se sont servies, en fait, des préjugés, à votre avis, à l'égard des Juifs pour mener cette campagne anticommuniste? Oui, est-ce que c'était, les anglophones disent, un sifflet pour chien? Est-ce que, mettons, on réputait officiellement le communisme, mais qu'en réalité, c'était un angle épouvantables. Pour critiquer les Juifs. Je le dis, la sincérité, oui, mais marginalement et accessoirement. Dans les années 30, quand on regarde avec objectivité de l'histoire, il y avait un antisémitisme assez vivace au Québec. De manière polémique, on peut avoir tendance à en exagérer la portée ou au contraire à le minimiser. Long sujet. Ça a existé. Ça a hésité. C'était présent autant dans ce que j'appellerais des médias spécialisés ou des partis fascistes dirigés par Adrien Partant, avec les journaux, les organes de presse qu'il dirigeait. Un grand admirateur de la couronne britannique. Oui, un impérialiste à tout craint. Malheureusement, ça n'a pas empêché de se faire interner durant la Deuxième Guerre mondiale, comble de honte pour lui, entre autres avec des communistes. Alors vraiment, l'impérialiste, ça n'a pas marché. Alors, il y avait de l'antisémitisme qui avait, si j'ose dire, pignon sur rue. C'était des années, malheureusement, où cela s'exprimait de manière violente, publique et ouverte. Il y avait aussi de l'antisémitisme qui s'insinuait, qui s'infiltrait dans des mouvements, des revues nationalistes, Le Devoir, toutes sortes d'autres mouvements, où en fait, précédemment, il y en avait fort peu. C'était malheureusement le climat de l'époque. Et il est exact qu'un certain nombre des communistes au Québec étaient juifs. L'immense majorité était de Montréal. Grosso modo, 40 ou 50% de la population communiste militante était formée de néo-canadiens. Souvent des Britanniques, mais aussi des Européens de l'Est. Très, très grande proportion, dont un bon contingent de Juifs. Donc, dans certains cas, l'anticommunisme, tout en demeurant le motif premier, il y avait du sel, puis du poivre, puis du piment fort qui s'ajoutait à ça. En plus, il y a des Juifs menés là-dedans. C'est arrivé, ça a parfois coloré la situation. Mais ce n'était antisémite, à l'époque, on pouvait s'exprimer en toute liberté. Et puis je peux dire, pour avoir lu plusieurs tracts et brochures appelant la saine population d'indienne française à résister au péril rouge, on n'en parle pas. Ou on en parle comme... Ah, parfait. Mackenzie Kay, il aurait pu désavouer cette loi-là. La Constitution le lui permettait. Il décide de ne pas le faire. Pourquoi? En effet, ça fait depuis 1943-44, je crois que le gouvernement fédéral n'a pas exercé son pouvoir de désaveu. Croyez-le ou non, c'est encore dans la Constitution. Mais Ottawa a le droit de désavouer une loi provinciale. En 1937, ça faisait quelques années, ça n'avait pas été fait, mais ça se faisait à l'occasion. Il s'est abstenu de le faire parce que pour toutes les choses québécoises, Mackenzie Finn, premier ministre libéral, se reposait sur son bras droit. Ernest Lapointe, député pour Kamouraska, Stoctou, ministre de la Justice, et le lieutenant du Québec. Mackenzie Finn, ne sachant pas du tout un mot de français, il se reposait entièrement sur Lapointe. Lapointe n'aimait pas la loi du Canada. La chose était très claire. C'était un libéral classique. Mais il savait que la population massivement l'approuvait. Donc, la majorité de son propre caucus de libéraux du Québec à Ottawa.
Et il dit, écoutez, chef, si vous désavouez la loi, ça va être la pagaille. Duplessis va déclencher des élections. Il va être avec le drapeau de la fierté autonomiste. Et il va être élu. Puis on va perdre le droit. On fait rien, on avale la couleuvre. Le cabinet canadien, anglais, majoritaire, voulait désavouer cette loi. D'autant plus que dans les mêmes années, le gouvernement du même le Kentucky, de même ministre de la Justice, Lapon, a désavoué des lois de l'Alberta. La même année. Il en a envoyé d'autres. Encore est-ce privilège du Québec, j'imagine? Oui, mais bien sûr. Comment se fait-il, mais on l'a accusé de Melenski d'être 2 poids, 2 mesures. Ouais. Comment se fait-il que ce qui était bon contre l'Alberta, on touche pas au Québec? Ouais. Donc, voyez-vous, c'est ça, il sentait la popularité extrêmement forte, ça le portait, mais ils n'ont rien fait. Et je voudrais quand même faire un peu de millage là-dessus. Tandis que vous avez dit, au Canada anglais, c'est unanimité, on trouve horrible cette loi du Canada. Oui. Mais quand on regarde les années 50, ce qui se passait au Canada, avec la GRC, toutes les enquêtes, l'espionnage, la chasse au communisme, même dans les lieux homosexuels, partout, les fonctionnaires, etc. Ah, puis vous avez oublié le PIB, les féministes, Ah oui. les indépendantistes, ça a duré jusque dans les années... Non, mais c'est vraiment ça. 70. Oui, écoutez, je pense je ne sais pas si c'est une mentalité ou une question juridique anglo-canadienne ou britannique. Certaines attaques frontales ne se font pas. Ce n'est pas fair play. On n'a pas le droit d'avoir une loi qui exprime de façon simple, en langue qu'on peut comprendre. Il sera interdit de tenir des réunions communistes. C'est pas fair play, on fait pas ça. On a le droit. On a le droit d'avoir une police qui fait de l'infiltration, qui perturbe les réunions, qui envoie des rapports, qui espionne des lignes téléphoniques, etc. Ça, on a le droit parce que ça fait partie des zones grises. Vous savez que la GRC, on en a parlé de manière récurrente, notamment dans la crise d'octobre 1970 au Québec et dans les suites immédiates, le vol de la liste de membres du Parti québécois, l'incendie de l'agence de presse libre, tout ce que vous voulez. La GRC a conduit en son sein, juste en 1986, ce qui est aujourd'hui le Service canadien du renseignement de sécurité. Donc, il avait accédé, le même organisme devait faire appliquer les lois et était légalement autorisé à violer les lois. Au fédéral. Ouais. C'est quand même intéressant. J'avais une statistique, 1947, 79% des Québécois craignent le communisme. 79% quand même en 47. Donc, ça fait vraiment, on a vraiment peur de ça à ce moment-là. La Cour suprême va finir par avoir le dernier mot en 1957. Comment est-ce que cette loi-là, comment la justice en est venue à devoir se prononcer sur la loi du Canada? Il a bien fallu que la justice se prononce parce que, évidemment, les libéraux du Québec l'avaient voté de manière unanime. Quand les libéraux du Québec ont battu Duplessis et ont pris pouvoir de 1939 à 1944, Adélard Godbout, gouvernement majoritaire au Québec, il aurait dû abroger la loi. Ah, il n'a rien fait. Attention, il ne l'a pas appliqué. Mais il n'y a pas touché, etc. Le fédéral, on l'a vu, n'a rien fait, n'a pas envoyé à la Cour suprême, le cas désavoué. Bon, donc il ne restait qu'à l'opinion publique et aux tribunaux avec les choix. Ça a fait 4 essais, comme au football. 1939, premier essai, en Cour supérieure, la Cour supérieure valide la loi. Bon. 1949, je suis un mauvais historien, mais en fait, 49, me trompe de date, mais heureusement vous êtes là. 49, autre procès devant également la Cour supérieure du Québec, dont les penses un par Ottawa, là. C'est pas des pantins de Duplessis. Valide la loi encore. Cour d'appel du Québec, 1954, la loi est encore validée. Là, il reste peu de chance et que sinon, c'est la fin de la partie. Mais le procès est plaidé à la Cour suprême fin 1950. Juste pour dire, quand même, juste préciser que c'était une propriétaire. Hein, c'est une propriétaire qui refusait donc que son local, son appartement, soit utilisé à des fins communistes par un communiste. Donc, ils vont se souvenir, ils vont Spitzman contre Elblé. Juste dire. Oui, ça a commencé en 1949 et puis à la fin, le problème pratico-technique qu'ils avaient,
était réglé depuis longtemps, mais les opposants de la loi du cadenas ont mis le courage de leur côté, dont Frank Scott, un avocat, un professeur de droit constitutionnel et également un militant social-démocrate qui a fait partie de l'équipe juridique qui, finalement, a tenu ce ballon-là comme un bâton de pèlerin jusqu'à la fin et jusqu'à la victoire finale, parce que la Cour suprême, mars 1957, invalide la loi du cadenas. Ce qu'on sait moins aujourd'hui, on se dit, ah, enfin, la Cour suprême était là pour faire entendre raison à ces gens un peu intolérants du Québec qui a fait triompher les libertés civiles. Ah, tout à fait. La Cour suprême a surtout dit à 8-1 que la loi du Canada était dans le fond une loi qui concernait le droit criminel. Oui. D'ailleurs, je veux juste spécifier, je trouvais ça intéressant en appelant ça, que la personne qui s'est opposée à ça, c'était le fils de Louis-Alexandre Taschereau. Oui. Quand même, on ne peut pas l'accuser d'être pro du Plessis, là. Ben non, mais Robert Taschereau était le seul juge dissident. Et puis, évidemment, non seulement c'était le fils de Louis-Alexandre Taschereau, mais il a été jeune député dans les années 30, siégeant en face du Plessis. Il n'y avait aucune raison de l'aimer. Et puis, les Taschereaux sont libéraux depuis avant l'existence de ce parti-là. Et là, la majorité de la Cour suprême a invalidé la loi du cadenas pour des bonnes vieilles raisons banales de partage de pouvoir. Selon l'article 91 de la Constitution, je ne sais pas quel sous-article, le droit criminel et de juridiction fédérale, et la loi, de manière détournée, touchait à ça, c'est fini. Cependant, il y en a 3 autres juges qui, tout en approuvant cette question de droit criminel, ont dit oui. Par ailleurs, la loi bafouille les libertés civiles qui forment une partie de notre Constitution non écrite. Et c'était dans l'ère du temps. Il y avait dans les années 45, 50, et d'anglais à travers le monde, un renouveau d'intérêt et de conscientisation pour les droits. Tribunal de Nuremberg, Déclaration des droits de la personne, des droits de l'homme, des Nations Unies. Donc, ça fait partie du grand mouvement arabe Champ des droits. Il y a abouti dans les années 60 et 80 de Pierre-Édouard Trudeau. Mais cette question des droits et libertés civiles a été soulevée, oui, par 3 juges sur 9. Donc, c'était un motif additionnel. Il reste que pour la loi, le résultat était le même, inconstitutionnel. Et vous avez parlé de Frank Scott, et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est cet avocat-là, donc, qui va mener cette cause, cette bataille-là contre la loi du cadenas, c'est le même qui va mener une bataille dans les mêmes années dans l'affaire Roncarelli. Ah oui, mais lui, c'était une peste aux yeux de Duplessis. C'était un caillou dans son soulier. Duplessis avait connu son père, était l'évêque anglican de Québec. Ils avaient tout à fait des bons rapports. Et Duplessis connaissait en général le père d'à peu près tout le monde. Et à cette occasion, quand il recevait Scott dans son bureau pour des délégations protestant contre les lois, il parvenait souvent à désarmer à moitié le Scott, qui avait même ses gros principes, cette clamation, en racontant des anecdotes sur son père, qui disait ensuite, avec le fils a mal tourné. Il est rendu poète, parce qu'en plus, Frank Scott écrivait de la poésie. Mais voilà. Mais badinerie mis à part, oui, Scott s'est occupé pendant plusieurs années de contester la loi du cadenas avec succès. Et également, l'affaire Roncarelli, c'est l'affaire des témoins de Jéhovah. Oui, ce restaurateur, juste qu'on explique. Oui. Le restaurateur, donc, il a perdu son permis d'alcool parce qu'il était témoin de Jéhovah. Oui. Suite à un appel de Duplessis. Oui, alors c'était Frank Roncarelli, était un restaurateur assez riche de sa personne, et souvent, c'est lui qui payait les cautionnements de témoins de Jéhovah qui étaient arrêtés pour X et Y raisons. Plessis, il a pu ça, puis il dit, je vais t'enlever ton permis d'alcool. Et je vais dire, bon, je vais te mettre à la rue, je vais t'appeler rire. Bon, ça s'est rendu, finalement, jusqu'à la Cour suprême également. Ça s'est conclu en 1959, donc 2 ans après notre cause. Et c'est encore Frank Scott, l'âme damnée de Duplessis, ou le preux chevalier, appelons-le comme on veut, qui a gagné. Alors évidemment, dans les milieux intellectuels canadiens et plus largement, Scott a été tout à fait auréolé. Dès le début, vous vouliez dire, je voulais garder ça pour la fin. En 20 ans, là, si on fait le bilan de cette loi du cadenas, donc en 1937-57, combien il y en a d'établissements? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'établissements qui ont été fermés? Le cadenas
Oui. Oh. Bon, oui, c'est ça. D'abord, elle s'est appliquée en 2 vagues, 1937 à 538 et environ 1947 à 50. Donc, elle était en vigueur 20 ans, mais elle s'est appliquée dans ces 2 vagues totalisant environ 5 ans. Ceci n'est pas que la minimisée, elle aurait pu être appliquée sauvagement durant 5 ans. Donc, Godbout ne l'a pas appliqué, 39-44, l'a gardé dans les Yves. Et du Tessuren, après 1950, ne l'a pas appliqué donc. Il y a eu 13 capnassages. Bon, ce chiffre-là reste bétonné. 5 à la première vague et 8 à la seconde, ou vice-versa. Les capnassages, c'est ce qui frappe l'imagination, mais c'est pas ça le quantitativement qui est très important. Évidemment, oui, si c'est ton propre immeuble qui est cadenassé, ça compte. Mais il y a surtout eu des raids, des perquisitions, des descentes. Là, les chiffres, je les ai pas trouvés. Dans la première vague, 37-39, il y a eu environ 124 perquisitions. Dans la deuxième vague, 47-50, je ne saurais dire, imaginons dans les mêmes eaux. Donc, une loi, c'est garder toujours la part des choses. Une loi qui a existé, 13 cadenassages. Si la loi est outrancière, c'est 13 de trop. Les perquisitions qu'on peut imaginer, calcul rapide sous réserve à un total de 250 perquisitions avec saisie et destruction de matériel. Encore une fois, si la loi est injuste, c'est 250 violations de domicile de trop ou violation du château d'un sujet botanique, ça se fait pas. Mais, comme on dit familièrement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de déportés. Tandis qu'à la même époque, au Canada, des lois permettaient et ont effectué toutes ces choses. Alors, Mais je dirais quand même, dire que vous l'avez dit vous-même, dans votre coffre à outils, c'est un coffre à outils de Duplessis, c'est un des outils. Parce qu'il y en a quand même beaucoup de gens qui ont payé le prix. pour Des adultes parents, des aller. pour appartenance générale, soit à du communisme complètement officiel, carte, ou à des opinions apparentées. Madeleine Parent, effectivement, je crois que son époux l'était, mais elle ne l'était pas. Situation ambiguë, puis quand on est dans la polémique, évidemment, l'ambiguïté, c'est la première chose qui commodément qui se paraît. Et également, Duplessis carburait à l'anticommuniste. Donc, il y avait une conception bien généreuse du communisme. Et ça rapportait, je ne veux pas le dire avec cynisme, mais il faut bien le dire aussi. Dans les années 1930, effervescence, guerre d'Espagne, peur de... Il y a la longue marche en Chine, il y a les procès de Moscou, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un certain contexte. Puis l'affaire Mitchenko à partir de 1945. Oui. Il y a 1940, là, on craint d'espionnage de l'URSS. Est-ce qu'elle va est-ce que lui a procuré la bombe? Vers le milieu des années 50, c'est assez clair que au Canada et aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de danger de putsch bolchevique. Mais Duplessis continue, ça a marché. Il continue. Durant la campagne électorale de 52 ou de 56, il met de la publicité à grandeur de journaux en disant que Ottawa peut favoriser les œufs communistes. Et là, on voit des œufs, des œufs pour manger le matin. Ouais. Alors, on voit une image tout à fait saisissante d'une armée de petits œufs qui sont dessinés avec un marteau et une faucille, qui sont les symboles, les gens qu'un certain âge se rappelleront du drapeau de l'Union soviétique. C'est parce que, pour des raisons de politique commerciale un peu obscure, le gouvernement fédéral, dirigé par les infants libéraux, voulait encourager le commerce avec la Pologne. Et ce que la Pologne avait à exporter, c'était pas grand-chose, et il y avait entre autres des boules ou des œufs. Ça faisait concurrence à nos habitants, mais surtout les feux étaient communistes. Et alors ça, c'était une bonne... Pas des œufs. Oui. Donc, alors, parfois, c'était juste bon enfant et un peu irrisible. D'autres fois, une conception non définie du communisme permet tout. Mais la loi du cadenas était un outil d'abord. Et là, vous l'avez dit, hein, c'était l'unanimité. Donc, au moment de l'adoption de la loi,
tout le monde est pour, les libéraux, etc., sa société civile, de façon générale, etc. À partir des années 50, 60, là, ça change. Il y a beaucoup de gens qui vont considérer cette loi comme une loi liberticide, etc. Quel regard, le temps a passé, les décennies ont passé, quel regard, en terminant, on peut porter sur cette célèbre loi du Canada aujourd'hui? Je dirais, elle n'était pas seule. S'il y a une petite phrase un peu comme ça, slogan qui peut la résumer, elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule dans les lois canadiennes du 20e siècle, liberticides. Des lois qui répriment les libertés. Peut-être avec raison, peut-être de manière outrancière. Ça, autre sujet. De la loi sur les mesures de guerre au Canada, article 98 du Code criminel, loi du Canada, autre loi antiterroriste que nous avons encore aujourd'hui, etc. Règlement pour la défense du Canada qui multipliait l'effet des lois sur le réseau de guerre. On a un continuum de lois qui, en raison de circonstances extraordinaires, demande des lois extraordinaires. Dans les livres, j'ai trouvé une citation de Maurice Duplessis quand il a déposé la loi. Je me permets de la lire parce qu'elle est banale, parce que justement, elle est répétée par tous les hommes et femmes politiques qui font adopter de telles mesures. Nous devons faire face à des circonstances hors de l'ordinaire et en conséquence recourir à des moyens hors de l'ordinaire. Aux grands mots, les grands brevets. Robert Borden, premier ministre fédéral, quand il a fait adopter la loi des mesures de guerre en août 1914, a dit presque textuellement la même chose. Ça fait partie donc de la loi du Canada, s'insère dans cette famille-là. Elle s'insère aussi dans la famille, dans le coffre à outils anti-gauche de Duplessis. Et c'est aussi une loi que j'appelle de la société distincte. Ça, c'est intéressant, à mon avis, un parallèle à faire, bon, qu'on va trouver un petit peu saugrenu, mais on rendait ça donc, c'est peut-être un peu moins saugrenu. Il y a eu une série de lois dans l'histoire du Québec qui ont toujours eu deux points communs, extrêmement consensuels à la population et fortement anticonsensuels auprès des observateurs canadiens anglais d'à peu près de tous les milieux. On a nommé Doug Mercier rapidement, plutôt, la loi sur les biens des Jésuites, 1888-89. Le Canada anglais a poussé les hauts cris. Loi du Canada, loi 22 de Robert Bourassa sur la langue, la loi 101 par la suite, les lois du gouvernement actuel sur la laïcité. À chaque fois, le taux d'approbation populaire était absolument considérable et à chaque fois, donc ça exprimait un certain sentiment populaire ancré consensuel. Et à chaque fois, au Canada anglais, on ressort toujours les mêmes arguments. Décidément, c'est une société qui piétine les libertés individuelles, ne connaît pas le sens du fair play britannique, aux traditions, ne connaît pas le sens des droits. Il faut les éduquer, il faut les contrôler, ça n'a pas d'allure, là, c'est la graine d'autoritarisme. C'est ainsi que la loi 101, si on lit la presse anglo-canadienne de l'époque, en 1977, Camille Lorrain était dépeint comme pelle ses buts. Le pauvre Robert Bourassa, en 1974, la loi 22, à son grand dame, etc. Je ne veux pas entrer dans la polémique pour les événements cruissants du gouvernement québécois actuel, mais également, l'opinion publique canadienne-anglaise était vraiment plus véhémente. Même chose pour Mercier jadis, même chose pour Duplessis et la loi du Canada. Les sujets sont variants. Aujourd'hui, quand on parle des lutte contre le bolchevisme, ça fait un peu... sourire un peu. Oui, ça fait parc jurassique. Le bolchevisme, les biens des Jésuites, la laïcité, la langue française, les sujets sont interroqués. Donc, ça, il n'y a aucun lien avec les sujets. Mais il y a quelquefois des espèces d'attitudes se cristallisent et qui expriment, on voudrait peut-être aujourd'hui que ce soit ainsi que notre société distincte se soit exprimée. Mais en 1937, c'était ainsi que nous dans un contexte mondial complètement différent de celui d'aujourd'hui aussi, pour relativiser. Je voudrais aussi signaler, parce qu'on l'a dit au début, vous êtes conservateur en histoire politique au Musée canadien d'histoire et vous avez monté des expositions
dont une qui peut avoir un certain lien, je dirais. Liberté, j'avais jamais vu ce catalogue. C'est Liberté, sacrifiée, la loi sur les mesures de guerre. Un beau catalogue. Merci. Et puis, vous avez aussi écrit... Là, vous cachez du dossier, là. Je ne pas caché. Je prends selon. En Duplessis, son pilier sur des pas, avec Lucia Ferretti, collectif d'auteurs, plein de gens ont participé. Et puis, peut-être un petit mot sur les chroniques politiques en button de René Lévesque. Oui, c'est un... Avec Éric Bédard. Oui, un projet pour Canara d'Éric Bédard qui se poursuivra, mais qui est en une espèce de pause jachère provisoire. On ne sait pas souvent que René Lévesque a publié, j'ai même plus le nombre exact, une quantité incroyable de chroniques dans les journaux entre 1966 et 75-76, dans sa longue traversée du désert entre le moment où il n'était plus ministre libéral et avant qu'il soit élu comme premier ministre. Il a écrit le dimanche matin dans le journal de Montréal, dans Le Jour, pas le jour de Jean-Charles Harvey, le jour de Yves Michaud, etc. Et ces chroniques-là, chacun les connaissait sans doute, mais je pense, Éric et Bédard et moi, on a lancé l'entreprise de les colliger de manière systématique, une par une, avec quelques notes de bas de page pour contextualiser. Imaginez si on a un peu de mal à se plonger dans 1937 de manière exacte, objective, mais dans les années 1970, certaines polémiques, certains sujets nous sont vendus très vagues. Alors, l'opération se continuera. Oui, mais ça a été un plaisir de vous recevoir, Xavier Gélinas. Un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui.